Masechet Shabbat, Daf Kuf Aleph. On va commencer par Kuf Amud Bet, aux 4 dernières lignes de la page. Amar le Rav Nachman bar Yitzhak, le Rav Chia bar Avin. Rav Nachman bar Yitzhak pose une question à Rav Chia bar Avin. Le Rav Chizda ou le Rabba bar Avuna, selon Rav Chizda et Rabba bar Avuna que nous avions déjà étudié leur opinion précédemment, des Amré, ils avaient dit Rose Makom Arba'a ou Memale. On avait déjà vu cette marloquette fondamentale entre Rav Huna et Rav Chizda et Rabba bar Avuna. Comment doit-on procéder lorsqu'on veut puiser de l'eau pendant Shabbat si on était dans un bateau? On peut aller en croisière et on se retrouve dans le bateau pendant Shabbat. A-t-on le droit de puiser de l'eau? Quel est le problème? Le problème, c'est que le bateau, c'est un Reshut HaYachid, puisqu'il a des parois d'une hauteur de 10 tfachim, une largeur minimale de 4 tfachim par 4 tfachim, donc c'est évidemment un domaine privé. Or, la mer a un statut de carmélite. Carmélite, c'est un Reshut qui est frappé d'interdiction par les Chachamim. On n'a pas le droit de transférer de la carmélite au Reshut HaYachid et vice-versa. Question, comment fait-on Shabbat pour puiser de l'eau? Rav Huna avait dit qu'en réalité, il n'y a pas de problème de fond, mais que de forme. C'est-à-dire, pour lui, la carmélite n'occupe que 10 tfachim à partir du lit de l'océan, du fond de la mer. On mesure les 10 tfachim depuis le sol du fond de la mer. Et donc, évidemment, la surface de l'eau de la mer est bien au-delà de 10 tfachim. Donc, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que toute cette eau de la mer, c'est Makom Ptor, exactement comme pour le Reshut HaRabim. Carmélite, c'est comme Reshut HaRabim. Le Reshut HaRabim occupe une atmosphère de combien? De 10 tfachim à partir du sol. La carmélite également, elle n'occupe que 10 tfachim à partir du sol, contrairement au Reshut HaYachid qui monte jusqu'au ciel. De ce fait, la mer, si elle est carmélite, à partir d'où doit-on compter les 10 tfachim? Selon Rav Huna, il disait qu'on comptait à partir du sol, du fond de la mer, du profond des abîmes. Et donc évidemment, toute l'eau de la mer qui est au-delà d'1 mètre, au-delà de 10 tfachim, tout ça c'est Makom Ptor. C'est un lieu neutre. Tandis que Rav Chizda et Rabba bar Avuna disaient que non. La surface de l'eau de la mer, c'est carmélite. Et on commence à compter les 10 tfachim de la carmélite à partir de la surface de l'eau. Donc, l'air qui est au-dessus de la mer, c'est carmélite. Alors, pour Rav Huna, il n'y a aucun problème de puiser de l'eau de la mer et de l'amener vers le bateau, puisque ça s'appelle Mimakom Ptor, le Reshut HaYachid. Il n'y a aucun inconvénient. Pourquoi est-ce qu'il fallait mettre un ziz kol shehu? C'était juste un heker, un siman, pour montrer que on prend en considération les issourim de Shabbat et on fait les choses dans les règles de l'art au niveau de la halacha. C'est juste un siman comme quoi on ne profane pas le Shabbat et on fait les choses en respectant toutes les règles. Mais d'après Rav Chizda et Rabba bar Avuna, qui disaient que la surface de l'eau est carmélite, donc il y a une interdiction formelle de puiser de l'eau pendant Shabbat de la carmélite pour la ramener dans le bateau qui est Reshut HaYachid. Alors, la question se pose, comment fait-on Shabbat? Ils avaient dit qu'il faut construire un cube, c'est-à-dire mettre 3 planches qu'on va fixer sur la paroi externe du bateau. Ça nous fait, avec la paroi externe du bateau, 4 mechitzot. La paroi externe du bateau, plus les 3 planches en forme de U. Et c'est comme ça que, quand on se tient au-dessus du bateau, sur le pont,
On regarde, et qu'est-ce qu'on voit? On voit un cube ouvert. On fait passer son seau à l'intérieur et on puise. On émet malais, on remplit et on puise de l'eau. D'accord. Quelle est la raison pour laquelle c'est permis? Parce que nous appliquons la règle de Gud Ahit Mehitzata. Ça veut dire quoi Gud Ahit Mehitzata? C'est qu'on imagine virtuellement qu'on était en train de baisser les Mehitzot de haut en bas. Moshe Rabbeinu nous a enseigné oralement les lois de Gud Ulvud Vedofen Akuma, c'est-à-dire des halachot relatives aux Mehitzot. Entre autres, la halacha de Gud Asik et la halacha de Gud Ahit. Soit tu fais monter les Mehitzot jusqu'au ciel, soit tu fais monter et tu fais descendre les Mehitzot de haut en bas. Rashi nous avait même dit que ce cube n'a pas besoin d'être avec des Mehitzot très hautes de 10 Tfachim. Même des Mehitzot qui sont relativement courtes, on les descend jusqu'au profond des abîmes. Et donc ça s'appelle tirer, épuiser l'eau, non pas de la carmélite, mais plutôt du Reshut HaYachid. Car tout ce qui est dans l'espace de ce cube s'appelle à l'intérieur du Reshut HaYachid. Comme s'il y avait des Mechitzot virtuels qui allaient isoler l'eau de la mer qui est en dessous de ce cube. Donc c'est Mirshut HaYachid, l'Irshut HaYachid. Alors il lui a posé la question suivante. Il lui dit ça j'ai compris. Mais maintenant, comment font les gens qui sont dans le bateau pour déverser dans la mer les eaux sales, les eaux usées? Par exemple, ils ont fait leurs besoins, tout ça c'est dégoûtant. Alors il faut évidemment évacuer dans la mer. Le problème, comment ils font Shabbat? Puisque il y a un interdit de jeter du Reshut HaYachid à la carmélite. Alors, comment ils vont faire? Tu vas me dire quoi? Qu'ils vont déverser au travers de ce cube? C'est juste impossible, parce que c'est écœurant, c'est dégoûtant. Que l'eau potable, que l'eau propre passe par un endroit où on a versé autant de saleté, de déjection. C'est la raison pour laquelle il lui dit, d'après Rav Huna, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Car pour Rav Huna, l'eau de la mer, c'est makom ptor. Donc on peut prendre et remplir son seau pour l'amener vers le bateau, ou l'inverse, déverser les eaux usées vers la mer sans aucun problème, puisqu'il a mis le ziz. Mais de faire passer au travers du cube en bois ces planches qu'il a fixées, si on fait passer de l'eau propre, on ne peut pas jeter là-bas de l'eau sale, car si on a jeté de l'eau sale avec des excréments et ainsi de suite, les gens ne pourront plus se servir de l'eau propre, c'est dégoûtant. Alors on aurait pu imaginer de fixer un deuxième cube, un pour les eaux propres et l'autre pour les eaux sales, mais on ne va pas imposer à ces gens beaucoup de travail. Déjà, fixer un cube, c'est assez laborieux. D'en faire un deuxième, c'est plus difficile. Alors comment vont-ils faire? Il lui a répondu. D'abord, comment ça s'appelle les eaux usées? Ça s'appelle shofrin, shofachin. Shofachin d'idée, hechish adelehu. Les eaux usées de ce bateau, comment est-ce qu'ils vont le déverser dans la mer? Vechitema des shadelehu beotomakom. Si tu vas me dire que ils vont déverser par le biais du même cube, là où ils ont fait les mechitzot, ce n'est pas possible. Mais isele, c'est maous. C'est-à-dire, puisque c'est écœurant et dégoûtant, ils ne vont pas le faire. Réponse, il lui a dit, Deshadelehu adafna disfina. Il déverse les eaux usées sur la paroi du bateau et pas directement dans l'eau. Qu'est-ce que cela change? A priori, le but est le même, c'est que finalement, les eaux usées vont atterrir dans la mer. La réponse, regardez Rashi, Shadelehu, la dernière ligne de Rashi.
Bechol makom sheyirtze, al dofne hasefina, vehem yordim layam. Ça veut dire quoi? Qui ne déverse pas directement dans la mer, mais sur les parois du bateau, et ensuite ça coule tout seul dans la mer. Alors, il lui a posé la question, Veha ika koho. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous savons que il n'y a aucune différence au niveau de la Hotsa'a entre koho ou gufo. Lorsque je n'ai pas le droit de transférer un objet d'un reshout à l'autre, eh bien je n'ai pas le droit non plus de le lancer, car la force de l'homme qui accompagne l'action, qui accompagne l'objet, c'est exactement comme son corps. Il n'y a aucune différence entre transporter en marchant ou jeter et lancer un objet. Car en effet, koho, kegufo, d'ailleurs, d'un reshut ayachid au reshut arabim, c'est assourd. Que ce soit par le jet d'un objet ou que ce soit par le transport direct avec le corps de l'homme, il n'y a aucune différence. Tout est interdit. Alors pourquoi est-ce qu'ici, on permettrait de déverser les eaux usées, les shofachim, sur la paroi du bateau et ensuite que ça coule de là-bas? Mais après tout, c'est par son geste, c'est par son mouvement, parce qu'il a versé le contenu du seau sur les parois que ça a coulé dans l'eau. Alors, comment tu peux permettre une chose pareille? Réponse. Koho bekarmelit lo gazru. Il lui dit que, étant donné que le transfert d'objets vers la carmélite, c'est une interdiction que rabbinique, c'est pas sur Minatora, car Minatora, une carmélite, c'est makom ptor. Alors les hachamim, ce sont eux qui ont fixé les règles du jeu. C'est-à-dire, hem amru, vehem amru. Hachamim qui ont interdit de transférer un objet du reshut hayachid à la carmélite, eux-mêmes ont dit que le issour n'existe que dans la mesure où tu envoies directement. Mais si c'est indirect, toi tu as versé sur les parois du bateau, et ensuite ça a coulé des parois du bateau dans la mer, alors puisque ça s'est fait en deux temps, Chachamim ont permis. Koho bekarmelit lo gazru. Alors il lui demande Umina timra. Est-ce que tu as une preuve? C'est joli comme idée, c'est sympathique, mais on ne peut pas inventer des halachot. As-tu une preuve? Il lui a dit oui, j'ai une braïta. Detania, sfina, un bateau. En metaltelin lo mitocha layam velo minayam letocha. On n'a pas le droit de transférer des objets, ni de la mer vers le bateau, ni du bateau vers la mer. Rabbi Yehuda maintenant arrive et il établit un distinguo. Il dit, je ne suis pas d'accord d'interdire dans tous les cas de figure. Parfois permis, parfois interdit. Et il s'explique. Rabbi Yehuda Omer, Amuka asara, ve'ena gvoa asara, metaltelin mitocha layam, aval lo minayam letocha. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda dit que, imaginons un bateau qui a exactement 10 tfachim au niveau de ses parois. Les parois, elles font 10 tfachim bédiouk. Et la largeur, l'espace à l'intérieur, évidemment, est plus de 4 tfachim. Comment s'appelle cet endroit? L'espace du bateau, c'est Reshut Hayachid. À l'extérieur, dans la mer, c'est Carmélite. Mais maintenant, on le sait, que avec le poids du bateau, les parois s'enfoncent partiellement à l'intérieur de l'eau. Donc maintenant, si on va prendre un appareil photo, en semaine évidemment, on photographie, on va voir l'intérieur du bateau a des parois de 10 tfachim, donc c'est Reshut Hayachid. À l'extérieur du bateau, on va voir que entre la surface de l'eau et le sommet des parois, il y a moins de 10 tfachim nécessairement. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Alors regardez, là il dit, dans ce cas, il est interdit de transporter des objets
Amuka asara ve'enagvoa asara. Ça veut dire que, en effet, il y avait 10 tfachim dans les parois, mais enagvoa asara, elle n'a pas une hauteur de 10 tfachim par rapport à la surface de l'eau, puisque il y a une partie de la paroi qui est plongée dans l'eau. Metaltelin mitochalayam. On a le droit de transférer des objets du bateau vers l'extérieur, vers la mer. Avalo minayam letocha, mais pas de la mer vers le bateau. C'est-à-dire que la seule possibilité d'autoriser, ce serait, comme on a dit, de mettre un cube, comme avaient expliqué les rabbanim, ou bien ziz kol shehu, on a déjà vu. Alors la Gemara pose une question qui saute à l'esprit. Maishna minayam letocha delo. Pour quelle raison tu as interdit de puiser de l'eau de la mer, minayam letocha, des kametaltelin, mikarmelit, l'irshut hayachid? Parce que c'est assourd de transférer de l'eau de la carmélite vers le reshut hayachid. Mitocham layam nami kametaltel mirshut hayachid les carmélites. Alors je ne comprends pas pourquoi Rabbi Yehuda est autorisé de transférer des eaux usées du bateau vers la carmélite, vers la mer. Qu'est-ce que ça change? Et la lave ahuda ou shmamina kocho bekarmélite lo gazru shmamina. La démonstration qu'il lui a faite est la suivante. Il lui dit, tu comprends bien qu'il n'y a aucune différence entre transférer du bateau vers la mer ou de la mer vers le bateau. Si là on interdit dans ce sens, évidemment que dans l'autre sens également c'est interdit. Qu'est-ce qui a fait la différence pour Rabbi Yehuda? C'est la notion de koho. Lorsqu'on verse du bateau vers la mer, on peut le faire de deux façons. Soit je prends le seau et je verse le contenu directement dans l'eau, soit je déverse le contenu du seau sur les parois du bateau. Et ensuite, des parois, ça coule dans l'eau. Ça s'appelle koho. C'est la raison pour laquelle c'est autorisé. Tandis que quand tu puises, c'est impossible de le faire par le biais de koho. Ça veut dire que tu vas puiser l'eau, et après, qu'est-ce que tu vas faire avec cette eau? Tu vas la verser sur les parois du bateau, que ça coule à l'intérieur du bateau. Tu n'as pas besoin de l'eau par terre. Tu vas avoir de l'eau dans un keli pour t'en servir. Donc, il n'y a aucun moyen de puiser de l'eau que Begoufo, lui-même, soi-même. Et ça, c'est interdit. Voilà pourquoi Rabbi Yehuda disait Minasfina, layam, c'est permis, parce que c'est Bekocho. Minayam, la sfina, c'est interdit, parce que c'est Begoufo. Voilà la preuve magnifique. Seulement, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est les mensurations. Quel était l'intérêt de nous parler de parois qui faisaient 10 tfachim, ou même un peu plus, et qui étaient plongées dans l'eau, et qu'à l'intérieur, on a 10 tfachim de hauteur, tandis qu'à l'extérieur, entre la surface de l'eau et la paroi du sommet, et le sommet de la paroi, alors on a moins de 10 tfachim. Quel est l'intérêt? Quelle est l'importance de ces mensurations? Ça fait bizarre, car on aurait pu nous donner la même halakha, a priori, avec des parois normales. Qu'elles fassent même 10 mètres. Quel est l'intérêt de nous parler de ce cas de figure bizarre? Qu'à l'intérieur, on a 10 tfachim de hauteur, et à l'extérieur, entre la surface de l'eau et le sommet de la paroi, il y en a moins que 10 tfachim. Alors Rashi nous donne une explication lumineuse. Regardez la 4e ligne de Rashi. Avalo minayam letocha, de en tashmish minayam letocha derech tfanot. Sheim yemale veyashlich al atfanot, yerdu le karkaït asfina. Et après Rashi nous dit comme ça. Ulehachi nakat amuka asara. De iena amuka asara, hi gufa karmelit.
ou metaltel lehedia, af minayam letocha. Première précision, nous dit Rashi, que il fallait nous dire que les tfanot, les parois de la sfina, mesuraient 10 tfachim de hauteur. C'est ce qui fait que le bateau est Reshut HaYachid. Car si les parois étaient inférieures à 10 tfachim, alors l'intérieur du bateau aurait été quoi comme espace? Non pas Reshut HaYachid, mais carmélite. Nous avons une règle. Souvenez-vous de cette règle. Tout espace qui est clôturé d'une barrière dont la hauteur est inférieure à 10 tfachim, et l'endroit évidemment il est plus que 4 tfachim de surface, eh bien, la halakha elle est que cet endroit s'appelle comment? Carmélite. Alors on a compris, ce bateau, s'il n'avait pas des parois minimales de 10 tfachim, si c'était inférieur, alors quel aurait été le statut de ce bateau? Carmélite. Si c'est carmélite, la mer est carmélite, le bateau est carmélite, alors ça aurait été permis à 100%. On n'avait besoin d'aucune procédure, ni un cube, ni un ziz, nous interdire que de puiser de l'eau. On n'avait pas besoin de tout cela, parce que c'est de carmélite à carmélite. Tant qu'on est dans les Arba Amot, on a le droit de transférer des objets, puisque vous le savez que carmélite, c'est comme Reshut Harabim. On est limité à 4 coudées. Mais de passer de la mer au bateau, on est dans les 4 coudées, ça aurait été permis. Voilà pourquoi, pour nous interdire, il fallait que les parois aient une hauteur minimale de 10 tfachim, ce qui transforme le bateau en Reshut HaYachid. Ou non. Maintenant, quel était l'intérêt de nous préciser qu'à l'extérieur des parois, c'est-à-dire la façade externe de ces parois du bateau, était inférieure à 10 tfachim entre la surface de l'eau et le sommet de la paroi? Rashi nous dit Ve'en gvoa nami asara davka naka de igvo asara mutar letaltel minayam letocha de mikarmelit lirshut hayachid derech makom ptor kametaltel de tzarich leagbiya et yado lema'ala me'asara ואפל גב דברשות דאורייתא מרשות הרבים ורשות היחיד מחייב בקאי גבנה כרמלית מיד דרבנן היא ולא גזור. Rashi nous enseigne un chidouche spectaculaire, extraordinaire. Rashi nous dit que la raison pour laquelle il fallait dire que ce bateau était plongé, enfoncé partiellement dans l'eau, comme tout bateau, qui évidemment a la partie inférieure de ses parois qui est plongée dans l'eau. Mais, il fallait dire comme ça, que ici il y avait 10 tfachim, donc de parois. Donc à l'intérieur c'est Reshut HaYachid. Et maintenant quand tu enfonces un peu le bateau, donc qu'est-ce qui se passe? De la carmélite au Reshut HaYachid, eh bien on est en effet sans aucune zone tampon. C'est direct. Carmélite, Reshut HaYachid. C'est pour cela que c'est interdit. Mais si les parois étaient de 10 tfachim, pas seulement de l'intérieur du bateau, mais même à l'extérieur du bateau, alors réfléchissons une seconde. Quand je vais puiser de l'eau avec mon seau de la mer qui est carmélite, je vais monter avec la corde, je vais faire monter mon seau, mais mon seau, s'il dépasse les 10 tfachim au-dessus de l'eau, alors on n'est plus dans l'atmosphère de carmélite, on est dans l'atmosphère de Makom Ptour, puisque on a déjà dit que l'atmosphère de carmélite, c'est exactement comme l'atmosphère du Reshut Harabim. Comme le Reshut Harabim, il occupe un espace que de 10 tfachim, l'air qui est au-dessus de 10 tfachim, ça s'appelle Makom Ptor, eh bien pareil pour carmélite. Alors Rashi nous révèle un secret. Il nous dit, sachez une chose, que si l'objet que j'ai déplacé de la carmélite vers le Reshut HaYachid a traversé une zone tampon qui s'appelle Makom Ptor, eh bien c'est permis. Incroyable. Il nous dit Rashi que c'est uniquement parce que carmélite c'est Midera Banan, Hachamim n'ont pas été aussi stricts
que par rapport à un Reshut Hayachid, Reshut Harabim. Essayons de nous transposer dans la même configuration, mais non pas avec Carmélite et Reshut Hayachid, la mer et le bateau. Imaginons la même chose. Une maison, par exemple un balcon, et la rue. La rue, c'est quoi? C'est Reshut Harabim. Mon balcon, c'est quoi? Reshut Hayachid. Est-ce que j'ai le droit de lancer des objets de mon balcon au Reshut Harabim en traversant le Makom Ptor? Assour. Est-ce que j'ai le droit, dans le sens inverse, de prendre des objets du Reshut Harabim et les lancer en haut dans un balcon? Et ça traverse le Makom Ptor. Forcément, puisque ça dépasse 10 Tfachim de hauteur du Reshut Harabim. C'est permis, ça, Shabbat? C'est une Melacha Gmora, Chayav Ratat. Alors pourquoi est-ce qu'ici on permet? Rashi nous dit qu'étant donné que Carmélite, c'est Assour que Miderabanan, c'est pas un interdit thoraïque, Hachamim ont établi un distinguo entre la Carmélite et le Reshut Harabim, en disant que si l'objet traverse un Makom Ptor, alors il n'y a même plus de Issour de transférer l'objet de la Carmélite au Reshut Hayachid. C'est la raison pour laquelle il a fallu aller chercher un cas de figure tellement compliqué de dire que le bateau, il a 10 tfachim de hauteur à l'intérieur, mais à l'extérieur, entre la surface de l'eau et le sommet de la paroi, il y a moins de 10 tfachim. Quel est l'intérêt de dire cela? Eh bien, c'est très simple. Car s'il y avait 10 tfachim au-dessus de la surface de l'eau, quand je vais puiser, je vais tirer le seau, je vais le faire monter, forcément, pour le faire entrer dans le bateau, je vais devoir le faire passer par Makom Ptor, au-dessus de la Carmélite, car je ne peux pas le faire entrer dans le bateau tant que je ne l'ai pas fait monter jusqu'en haut. Alors, si les parois du bateau étaient plus que 10 tfachim, donc forcément, le seau d'eau que j'ai tiré de la mer, il est passé par la zone de Makom Ptor. Et Rashi nous dit que dans ce cas-là, il n'y a même pas de Issour, même pas Midera Banan. Ça aurait été permis totalement. Si on a besoin de trouver un cas de Issour, c'est obligatoirement dans cette configuration, à savoir qu'à l'extérieur, la façade externe du bateau a des parois qui sont partiellement enfoncées dans l'eau, et par conséquent, il y a moins de 10 tfachim entre la surface de l'eau et le sommet de la paroi. Donc lorsqu'il va soulever le seau, il va le ramener de la Carmélite au Reshut Hayachid sans aucune zone tampon. Ça veut dire que ça va aller directement de la Carmélite au Reshut Hayachid. Voilà pourquoi c'est interdit, sauf s'il va mettre là-bas, construire là-bas avant Shabbat, un cube qui lui permet de créer un espace de Reshut Hayachid suspendu en l'air pour puiser de l'eau pendant Shabbat de la mer vers le bateau. J'aurais pu économiser toute cette explication et avancer rapidement dans la Gemara, mais ça aurait été dommage de rater un si beau pirouche de Rashi avec un si grand chidouche. Et maintenant, la Gemara continue de développer des halachot relatives au bateau dans la mer pendant Shabbat. Amar Rav Huna, Hane bitziata de meishan, en metaltelin bahen ela be'arba. Velo amaran ela she'en befachot mishlosha arba'a. Aval yesh befachot mishlosha arba'a litlan ba. Ve'im malinhu kane ve'urvane litlan ba. De quoi parle-t-on? Alors, je vous ai fait ici un petit dessin, un petit croquis. Qu'est-ce que c'est que Betsiata des Meishan? Ce sont des petites barques qui servaient aux matelots lorsqu'ils voulaient se déplacer très facilement et rapidement. Pas besoin de déplacer tout un paquebot pour faire une petite course dans la mer. Et ils avaient fabriqué dans la ville de Meishan des Beitziot. Beitziot, ce sont des petites barques, peut-être que ça s'appelle ainsi parce que ça ressemble à un œuf. L'œuf, il est large en haut, étroit en bas. La même chose, ces barques, nous dit Rashi, elles étaient larges en haut et très étroites en bas, à tel point qu'à la pointe de la barque, nous dit Rashi, qu'on avait exactement la finesse de la lame d'un couteau. Comme ça, nous dit Rashi, je vous lis, Sfinot ktanot, uktsarot milemata,
Ad kechudo shel sakin. Ça veut dire que carrément, Rashi nous dit que ces petites barques avaient en dessous un fond qui était tellement étroit qu'en dessous, c'était pointu comme la lame d'un couteau. Alors, maintenant, quel est le débat? Le débat est de savoir, lorsque ces barques-là ont une mechitza de 10 tfachim, en effet, il y a, on va dire même 20 tfachim, d'accord? Ça veut dire que on a des parois qui sont longues, et donc normalement, on devrait dire que l'espace interne de cette sfina, de cette bitsiata de Meishan, c'est Reshut Hayachid. Et si c'est Reshut Hayachid, on pourrait transporter à l'intérieur de la barque sans aucune limite, comme on transporte à la maison, n'est-ce pas? Mais écoutez un chidouche incroyable, il y a un cas où on va considérer que l'intérieur de cette bitsiata de Meishan ne s'appelle pas Reshut Hayachid, ça s'appelle carmélite, et par conséquent, on ne pourra pas déplacer des objets à l'intérieur pendant Shabbat au-delà de 4 coudées, comme dans une carmélite. Dans une carmélite, on ne peut pas déplacer un objet au-delà de 4 coudées. C'est comme Reshut Harabim. Eh bien, figurez-vous que pendant ce Shabbat, des objets qui étaient posés ici et là dans la barque ne pourront pas être déplacés au-delà de 4 coudées. Et pourquoi? Parce que ça s'appelle carmélite. De quoi cela dépend? Quand est-ce que ça pourrait être considéré Reshut Hayachid? Et quand est-ce que la barque est considérée carmélite? Ça va dépendre de quoi? Alors écoutez le chidouche. Ici, voyez-vous, j'ai fait 2 traits orange. Ces 2 traits orange, c'est pour montrer que en bas, entre la pointe du fond de la barque jusqu'ici, on pourrait avoir, soit on a une profondeur de 3 tfachim, soit il y a moins de 3 tfachim. D'abord, il faut qu'on s'explique. La condition sine qua non pour un Reshut Hayachid, c'est qu'il faut premièrement des parois avec une hauteur de 10 tfachim au minimum, et deuxièmement, il faut que la largeur soit de 4 tfachim. Si on n'a pas une surface minimale de 4 tfachim avec une hauteur minimale de 10 tfachim, ça ne s'appelle pas Reshut Hayachid. Nachon? Alors maintenant, est-ce qu'on a des parois qui font 10 tfachim avec un espace de 4 tfachim? Figurez-vous qu'ici, en bas, il n'y a pas 4 tfachim de largeur. Il n'y a pas 4 tfachim de largeur. Vous allez me dire, d'accord, il n'y a pas 4 tfachim de largeur, mais les mechitzot après, elles sont très longues, sont très hautes, et elles font plus que 10 tfachim de hauteur. Eh bien, le problème, il est où? Le problème est le suivant, c'est que les mechitzot, c'est vrai qu'après, elles sont très hautes, mais elles sont suspendues en l'air, car en dessous, il n'y a pas 4 tfachim. Entre là et là, il n'y a pas 4 tfachim de largeur. S'il n'y a pas 4 tfachim de largeur, donc en dessous, ce n'est pas Reshut Hayachid. Vous allez me dire, oui, mais c'est Reshut Hayachid au-dessus. Mais ça s'appelle un Reshut Hayachid qui est suspendu, car les mechitzot ne descendent pas jusqu'en bas du Reshut Hayachid. Alors, est-ce que des mechitzot à telouyot sont cachers ou pas cachers? C'est là le problème. Alors maintenant, on nous dit comme ça. Étant donné que les mechitzot sont suspendus en l'air, eh bien, elles ne constituent pas un Reshut Hayachid. À l'intérieur de ce bateau, nous n'avons pas un statut de Reshut Hayachid. Et par conséquent, pendant Shabbat, En metaltelin bo ela be'arba. On ne pourra transporter qu'à l'intérieur de Arba Amot, 4 coudées, comme dans une carmélite. Alors maintenant, les amis, la Gemara, quand même, va nous donner une précision. Ce sont des nuances subtiles
Et là, il faut se concentrer quelques secondes. Vous vous rappelez de la notion de lavoud? Lavoud, ça veut dire que lorsqu'on a moins de 3 tfachim d'écart entre deux éléments, on considère comme si cet écart n'existe pas. Eh bien là aussi, on va appliquer la même règle. Regardez, ici on a un trait, ici on a un trait, qui correspond au fond de la Betsiata. Imaginez-vous que entre ici et là, c'est-à-dire entre la pointe qui est au fond de la cale de la barque, et le moment où ça commence à s'élargir, au moment où ça commence à avoir 4 tfachim, eh bien, s'il y a moins de 3 tfachim entre l'endroit où on a 4 tfachim d'espace et le fond, alors on dit lavoud, comme si, en effet, on avait 4 tfachim depuis le début. Donc on a, en effet, un reshut hayachid classique. Puisque on dit lavoud, on a moins de 3 tfachim entre le fond et l'endroit où ça s'élargit. C'est comme si c'était large depuis le bas. Lavoud. Ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, c'est de combler le creux. Avec quoi? Avec des roseaux, avec des feuilles de sol, avec des branches, toutes sortes de bricoles qu'on va mettre ici pour combler le trou jusqu'à l'endroit où on a 4 tfachim de large. Donc on va marcher directement sur 4 tfachim de large. Alors évidemment, si on a 4 tfachim de largeur, avec des mechitzot qui font 10 tfachim et plus, évidemment que c'est reshut hayachid. Alors à l'intérieur de la barque, ce sera reshut hayachid. On pourra transporter aisément sans aucune limitation. Mais s'il y a plus de 3 tfachim entre le lieu qui est spacieux, c'est-à-dire entre là et là où on commence à avoir 4 tfachim. Alors je vais écrire 4. Voilà. Et ici, 3. Ici, on a 4 tfachim. Mais entre là et là, on a 3 tfachim au plus. Alors, il n'y a plus de lavoud. S'il n'y a pas de lavoud, donc on n'a pas les 4 tfachim. On a des mechitzot, c'est vrai qu'ils font 10, mais elles sont suspendues en l'air. Elles ne touchent pas le fond. Alors, de ce fait, c'est carmélite. Ce n'est pas reshut hayachid. Voilà donc le chidouche. On va relire ça dans les mots. Amar Ravuna, Ravuna nous dit, Hane Betsiata de Meshan, les fameuses petites barques de la ville de Meshan, qui étaient en forme de betim, c'est-à-dire avec des fonds pointus, En metaltelin bahen ela be'arba. On ne peut transporter à l'intérieur de cette barque pendant Shabbat que dans le cadre de Arba Amot. Velo amaran ela she'en befachot mishlosha arba. Quand est-ce que l'on dit que c'est assour en effet, que ça s'appelle carmélite et pas reshut hayachid, que si il n'y avait pas moins de 3 tfachim, il n'y avait pas moins de 3 tfachim entre l'endroit de Arba'a et le fond de la barque. Aval yesh bepachot mishlosha Arba'a, mais si à moins de 3 tfachim de profondeur, on avait déjà une largeur de 4 tfachim, litlanba, on n'a aucun problème. Litlanba, il n'y a aucun problème. Ça s'appelle reshut hayachid et on peut transporter dedans, même au-delà de 4 coudées. Ve'im malinhu kane ve'urbane litlanba. Également, même si on va dire que entre cet endroit et le fond, il y avait plus de 3 tfachim, et donc c'est assour, mais avant Shabbat, on aurait pu mettre là-bas des roseaux. Kanim, c'est des roseaux, urbané, c'est des branches de sol, et c'est comme ça qu'on aurait pu rehausser le sol de manière à ce que il y ait un socle de 4 tfachim depuis le début, et donc il n'y a aucun problème. Ça ne s'appelle pas mechitzot luyot, ce n'est pas des mechitzot qui sont suspendus en l'air, puisque les mechitzot, elles arrivent directement à la base qui est de 4 tfachim. Très bien.
On a compris. Mais maintenant, la Gemara va poser une question très forte sur cette halakha. Matkif la Rav Nachman. Rav Nachman va dire à Rav Huna, je ne comprends pas ce chidouche. Pourquoi? Velima gudachit mechitzata. Pourquoi est-ce qu'on n'appliquerait pas la halakha les Moshe Misinaï qui nous a enseigné la notion de gudachit? On a déjà vu ça plusieurs fois, que une mechitza qui existe en hauteur, on peut la descendre virtuellement et la baisser jusqu'au sol. Là aussi, les mechitzot de la barque, c'est-à-dire ces mechitzot-là, qui font dit tfachim, ces mechitzot-là, tu peux les descendre jusqu'en bas. Tu peux imaginer qu'elles descendent virtuellement jusqu'en bas, jusqu'au profond des abîmes. Et donc, on peut considérer que la barque, là où elle se trouve dans le Reshut HaYachid. L'intérieur de la barque, c'est Reshut HaYachid, car les mechitzot, en fait, elles descendent jusqu'où? Jusqu'au lit de l'océan, jusqu'au sol de la mer. Puisqu'on dit Gudachit, on n'est pas limité. Comme on connaît le Gudasik jusqu'au ciel, Reshut HaYachid, Olad la Rakia, on peut aussi imaginer ce Gudachit jusqu'au fin fond de la mer. Et donc on est dans un Reshut HaYachid, puisqu'on a un espace qui est clôturé avec des barrières virtuelles, celles que l'on a baissées vers le bas. Milotania. Et pour amener une preuve à cette question, pour appuyer sa question sur une braïta, il lui cite Milotania, n'est-ce pas qu'on a appris dans une braïta? Rabbi Yossi bar Biouda Omer, Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehuda, nous dit Naatz kane birshut harabim, si quelqu'un a planté un roseau dans le domaine public, au Berosho Traskal, et au sommet de ce roseau, il y avait une corbeille, c'est-à-dire un panier qui avait des rebords, qu'on appelle Traskal, qui avait une surface minimale de 4 fachim par 4 fachim, et entre le sol et les rebords du Traskal, il y a au moins 10 fachim. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? On applique la règle de Gudasik. On considère les rebords du panier comme étant des petites mechitzot, et on imagine virtuellement qu'on les fait descendre jusqu'au sol. Par conséquent, ça s'appelle Reshut HaYachid. On a une surface de 4 fachim, une hauteur de paroi de 10 fachim, évidemment c'est Reshut HaYachid. Par conséquent, un homme qui prendrait un objet du Reshut HaRabim et va jouer au basket et va lancer à l'intérieur de ce panier, il sera Chayav Khatat, car il a pris du Reshut HaRabim et il a transféré au Reshut HaYachid. C'est ce que dit Rabbi Yossi bar Biouda. Vezarak venach al gabav, Hayav. S'il a pris un objet, il a jeté du Reshut HaRabim et ça atterrit sur le Traskal, eh bien il est Chayav. Alma, donc, Amrinan, on applique la règle, on applique la règle que, Gudachit, Mechitzata, tu fais descendre la Mechitza jusqu'en bas, comme tu fais descendre les rebords du panier jusqu'au sol, ainsi tu devrais appliquer la même règle et prendre les Mechitzot de la barque et les descendre jusqu'au fond de l'océan. Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu me dis que ça reste carmélite et on n'a pas le droit pendant Shabbat de transporter des objets à l'intérieur? C'est pas logique. Tu devrais dire que c'est un Reshut HaYachid, puisqu'on peut appliquer la règle de Gudachit Mechitzata. Eh bien, sur cette question de Rav Nachman, Rav Yosef va s'étonner. Il va dire, je ne comprends même pas la question. Matkif la Rav Yosef. Velo shami alehu. Leha de amar Rav Yehuda amar Rav. Umatuba mishum Rabbi Chia. Vetane ala la hachamim potrim. Qu'est-ce que cela veut dire? Rav Yosef, qui connaissait par cœur toutes les baraïtot, va dire, je ne comprends pas. Nous avons appris que cette opinion de Rabbi Yossi bar Biouda qui a parlé du panier
qu'on étire, dont on étire les rebords jusqu'au sol pour le transformer en Reshut HaYachid, eh bien, il y a une braïta qui dit que ça, c'est l'opinion de Rabbi Yossi Bar Yehuda. Mais il est unique, il est solitaire et minoritaire, car les Chachamim ne sont pas d'accord avec lui. Et ils considèrent que non, on ne va pas appliquer la règle de Gudachit Mechitzata. Comme ça dit Rashi, que d'après Chachamim Potrim, regardez troisième grande ligne de Rashi. Chachamim Potrim, Alma lo amrinan Gudachit lehatir mechitzat teluya. C'est-à-dire que les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Yossi Bar Yehuda qui a étiré les rebords du Traskal jusqu'au sol pour le transformer en Reshut HaYachid. Pourquoi eux ne sont pas d'accord? Parce qu'ils disent la mechitza, elle est tlouya, elle est suspendue en l'air. Et tu ne peux pas appliquer la règle de Gudachit par rapport à une mechitza qui est suspendue en l'air. Alors, pour eux, Behemet, il n'y a aucune question. C'est tout à fait normal que dans la Betsiata des Meshan, on n'applique pas la règle de Gudachit Mechitzata. Ah, tu as trouvé l'histoire du Traskal, le panier, la corbeille. C'est uniquement Rabbi Yossi Bar Yehuda qui pense ainsi qu'on peut étirer même des Mechitzot suspendus en l'air. Mais ce n'est pas la halakha. La halakha, elle est comme Chachamim. Alors c'est quoi la question de Rav Nachman? Qu'est-ce qu'a dit Rav Nachman? Pourquoi est-ce qu'on n'appliquerait pas la règle de Gudachit Mechitzata dans cette Betsiata des Meshan? Et on devrait permettre et autoriser de transporter dedans, puisque c'est un Reshut HaYachid. Ce n'est pas une question, car Chachamim ne sont pas d'accord pour appliquer Gudachit Mechitzata quand les Mechitzot sont suspendus en l'air. Alors je ne comprends pas la question. Amar le Abaye, Abaye, qui était l'élève de Rabbi Yosef, vient dire à son maître, Rabbi, je ne comprends pas pourquoi vous remettez en cause la belle question de Rav Nachman. Vous auriez dû être d'accord avec lui. Pourquoi? Amarle Abaye ve'at lo tisbera. Et toi, tu n'es pas d'accord d'appliquer la règle de Gudachit Mechitzata. Ve'atania. Pourtant, on a appris dans une braïta. Amud birshut harabim. Gavoa asara. Ve'rahav arba'a. Ve'en be'ikaro arba'a. Ve'yesh bakatzar shelo shlosha tefachim. Vezarak venachal gabav, hayav, alma amrinan, gudachit mechitzata, hachanami, gudachit mechitzata. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, 2 secondes, je vais essayer de vous faire un petit croquis pour comprendre la question de Abaye. Voilà. Voilà. Imaginez-vous, vous avez comme ça une colonne dans le Reshut Harabim. Elle fait 10 tfachim en tout. Voilà, 10 tfachim. De haut en bas, on a 10 tfachim. Mais il y a une partie, la partie basse de la colonne, elle n'occupe pas toute l'épaisseur de la colonne. Quel est le din dans ce cas? Eh bien, est-ce que ça s'appelle Reshut HaYachid ou pas? On le sait qu'une colonne qui fait 10 tfachim de haut et 4 tfachim de large de surface, dans le Reshut Harabim, ça s'appelle Reshut HaYachid. On n'a pas le droit de prendre un objet du sol et de poser sur cette colonne. Quel est le din si le bas de la colonne n'est pas parfait? Ça veut dire qu'il y a une encoche. Est-ce que ça s'appelle tout de même Reshut HaYachid, oui ou non? La Braïta nous dit que oui. Alors il lui dit pourquoi oui? Parce que nous appliquons la règle de Gudachit. Quelle est la preuve que c'est Gudachit et pas la Voud? Parce qu'on appliquerait cette règle même si entre le sol et le début de la colonne ici, eh bien il y a plus de 3 tfachim. Parce que s'il y avait moins de 3 tfachim, c'est normal, on dit la Voud. Mais même s'il y a plus de 3 tfachim, on applique la règle de Gudachit Mechitzata. C'est quoi Gudachit Mechitzata? C'est qu'on prend ces Mechitzot là et on les descend virtuellement jusqu'en bas.
Donc tu vois qu'on applique la règle de Goudachit, même par rapport à des Mechitsot qui sont suspendus en l'air. Alors je ne comprends pas. Pourquoi tu remets en cause cette question de Rav Nachman? Alors Rav Yosef dit à son élève Abaye, Mide Iria, tu compares l'incomparable. Hatam havia le mechitza she'agdaim bokimba. Hacha havia la mechitza she'en agdaim bokimba. Il lui a dit, il y a une différence fondamentale entre l'histoire de la colonne ici et l'histoire du Trascal. C'est-à-dire, là, pourquoi est-ce qu'on dit que, en effet, ça s'appelle Reshut HaYachid et on applique la règle de Goudachid Meritzata parce qu'on n'a pas de Gdaim Bokim. Qu'est-ce que c'est que Gdaim Bokim? Dans Maseret Souka, on nous dit que quelqu'un qui aurait construit une Souka, pas de bas en haut, en mettant les Mechitzot qui construit vers le haut, au contraire, il a mis de haut en bas. Ça veut dire qu'il a suspendu des Mechitzot en haut, proche du Skach, mais ça n'atteint pas le sol. Quel est le din? S'il y a plus de 3 tfachim entre le sol et la Mechitza, la Souka n'est pas cachère. S'il y a moins de 3 tfachim, on dit la voud et c'est cachère. Mais pourquoi si c'est plus de 3 tfachim au plus, c'est pas cachère? Parce que Gdaim Bokimba, des chevreaux, à l'époque ils avaient des chèvres et des moutons qui vivaient avec eux, alors les chevreaux ils peuvent rentrer facilement dans la souka. En d'autres termes, la mechitza ne remplit pas son rôle. La fonction d'une mechitza c'est quoi? C'est isoler l'intérieur par rapport à l'extérieur pour pas qu'il y ait d'intrusion de l'extérieur. Or si un intrus indésirable peut pénétrer facilement, un chevreau peut sauter à l'intérieur facilement, ça veut dire que la mechitza n'en est pas une. Alors il lui dit, ici, tu veux savoir pourquoi est-ce que c'est considéré comme Reshut HaYachid? C'est parce que le chevreau ne peut pas passer. Il est bloqué avec la colonne en dessous. Par contre, une mechitza tlouya, comme par exemple, je vais vous montrer, le Trascal. Lorsque vous avez un Trascal cané, un roseau ou brochot Trascal, ici les Gdaïm ils peuvent passer facilement. C'est la raison pour laquelle on n'appliquerait pas le din de Goudachit. C'est pour ça qu'il lui avait dit, d'après Chachamim, on ne dit pas Goudachit. Il n'y a que Rabbi Yossi Bar Buda qui le pense. Quand est-ce que Chachamim pense Goudachit Mechitzata, même pour des Mechitzot suspendus, c'est uniquement lorsque on a un blocage, on a un empêchement pour les chevreaux. Il y a quelque chose qui empêche les chevreaux de passer en dessous. Alors, voilà donc qu'il lui a dit, tu comprends pourquoi je ne comprends pas la question de Rav Nachman? Rav Nachman s'était étonné par rapport à Betsiata de Meshan. Et Rav Nachman a dit, mais pourquoi on ne dirait pas Goudachit Mechitzata, comme on l'a dit pour Trascal? Rabbi Yosef a répondu, mais Trascal, c'est que Rabbi Yossi Bar Buda qui dit Goudachit Mechitzata. Chachamim ne sont pas d'accord avec lui. Eux, ils n'appliquent pas Goudachit Mechitzata pour des Mechitzot suspendus. Abaye lui dit, mais si, on a vu que les Chachamim, ils ont appliqué Goudachit Mechitzata même pour des Mechitzot suspendus, dans le cas de la colonne. Rabbi Yosef lui a répondu, mais la colonne c'est spécial, car ici, les Gdaïm ne peuvent pas être Bokéa. Mais sinon, dans un Trascal, où ils peuvent facilement être Bokéa, Chachamim n'appliquerait pas le din de Goudachit. Voilà pourquoi je suis étonné. Alors regardez comment il va lui répondre. Amar le Rav Aha mere de Rav Acha le Ravashi. Gabesfina nami. Haïka beki'ad dagim. Comment Abaye avait voulu appliquer la règle de Goudachit Mechitzata? Mais, ou Rav Nachman aussi. Mais pourtant, ici il y a des poissons qui passent sous la barque. Et ça s'appelle Beki'at Dagim. Quelle différence y a-t-il entre des chevreaux ou des poissons? Tous ces animaux qui passent
au travers de la mechitza virtuelle, détruisent la mechitza virtuelle. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on peut appliquer la règle de Gudachit? C'est uniquement si on n'a pas de Gdaïm qui sont Bokim. N'est-ce pas? Ça, on est d'accord. C'est pour cela que la colonne, oui, on peut la descendre jusqu'en bas parce que les Gdaïm ne peuvent pas passer par là. D'accord. Mais au niveau des barques, Rav Nachman, pourquoi il a posé la question? Bien que... pourquoi est-ce qu'il a posé la question? Parce qu'ici, il n'y a pas de Gdaïm. Alors tu peux descendre la Mechitza. Comme la colonne. Abaye dit, mais il y a aussi des poissons. C'est aussi des intrus indésirables. C'est-à-dire que, de la même façon que l'intrusion des chevreaux t'empêche d'appliquer la règle virtuelle de la Mechitza de Gudachit Mechitzata, tu ne peux pas avoir une Mechitza virtuelle si, en réalité, tu as des chevreaux qui passent par là. Ça t'empêche d'appliquer la virtualité. Eh bien, de la même façon, tu devrais dire que l'intrusion des poissons sous la barque t'empêcherait d'appliquer la règle de Gudachit Mechitzata. Alors, comment Rav Nachman et Abaye voulaient l'appliquer? À Marley, Rav Ashi a répondu Bekirat Dagim Loshme Bekia. L'intrusion des poissons ne démolissent pas la Mechitza virtuelle de Gudachit. Ça n'empêche pas l'application. Omina Temra, d'où tu le sais? Il lui a dit, je vais te dire d'où je le sais. Deba Mine, Rabbi Tavla, mais Rabbi Tavla avait posé une fois la question à Rabin, et il y a une correction qui dit que c'est pas Rabin, c'est Rav. Il avait demandé à Rav, quel est le din Mechitza teluya ma'u shetatir bechurba. Churba, c'est une ruine, une maison délabrée. Et elle a commencé à s'effondrer par le bas. Ça veut dire que vous avez comme des porches. Ça veut dire que le mur est resté intact en haut, et en bas, le mur s'est écroulé. Alors vous avez comme ça comme des porches. Est-ce qu'à l'intérieur de cette maison en ruine, ça s'appelle Reshuta Yahid ou pas? Si les Mechitzot, elles étaient au niveau du sol, évidemment c'est Reshuta Yahid. Mais maintenant c'est un espace ouvert en dessous. On a des Mechitzot qui sont Tluyot, Ba'avir. On a des Mechitzot qui sont Tluyot, Ba'avir. Est-ce que ça rend la maison, à l'intérieur de la maison, Reshuta Yahid? Amarle, en mechitza tluya materet. Il lui a dit non. Une mechitza qui est suspendue en l'air ne peut pas autoriser de transporter à l'intérieur. À l'intérieur, c'est une carmélite. On ne peut pas considérer que c'est Reshut Hayachid. Pourquoi? En mechitza teluya materet ela bamaim. Kalhu shekilu chachamim bamaim. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit, c'est halakha, de considérer que les mechitzot, teluyot, des mechitzot suspendus en l'air, sont considérés comme Reshut Hayachid, comme une vraie mechitza. On dit Gudachit mechitzata. La mechitza virtuelle fonctionne. C'est uniquement par rapport à l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Un bateau est dans l'eau. Qu'est-ce qu'on avait dit? Comment je fais pour puiser de la mer? Pourtant c'est carmélite, assourd de transférer vers le Reshut Hayachid. Eh bien c'est très simple. Tu vas mettre un cube qui est suspendu en l'air, et à l'intérieur de ce cube, c'est comme Reshut Hayachid, puisqu'on applique la règle de Gudachit Mechitzata, des mechitzot virtuels qui descendent jusqu'au profond des abîmes. Pourquoi tu as permis une chose pareille? Pourtant, c'est une mechitzat louya. Réponse, dans l'eau, pour pouvoir puiser de l'eau, Chachamim n'ont pas été stricts. Et ils ont dit que la mechitza virtuelle, elle est autorisée, même s'il y a des poissons en dessous. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui fait la différence entre les poissons et les chevreaux? C'est que les chevreaux, c'est visible. Les poissons, c'est sous l'eau, ce n'est pas visible à l'œil humain. Donc ça ne détruit pas la mechitza virtuelle de l'eau.
un mechitza virtuel qui est dans l'eau. D'ailleurs, Rashi nous dit que ce n'est pas uniquement par rapport au bateau. On voit dans Masechet Iruvin, Daf Pezaïn, regardez le premier Rashi de la page, et là, Bamaim Kegon Gzustera, chez les Marla Minayam, Ditnan Be'iruvin, De'ose Mechitza Tluya Saviv, ou Memale. Vechen Bor, Sheben Shte Hatzerot, Vechilko Bemchitza Tluya Milemala, Zememale Mikan, Zememale Mikan, Afalpi Shelo Irvu. Ça veut dire qu'au niveau de l'eau, on considère que même une mechitza qui est suspendue en l'air, c'est comme si ça descendait dans l'eau et que ça permettait de créer une mechitza. Donc si on a un reshut hayachid suspendu, il descend jusqu'en bas et on peut puiser de cet espace qui s'appelle reshut hayachid. Alors il lui a dit, Ve'amai, et comment ça se fait que dans l'eau c'est permis? Haïka beki'ad dagim, pourtant il y a l'intrusion des poissons. Et la shmamina beki'ad dagim, loshma beki'a. De là je déduis qu'en effet, les poissons qui s'introduisent à l'intérieur des parois virtuelles ne démolissent pas entre guillemets les parois virtuelles. Ça ne pose aucun problème à l'achik, contrairement aux chevreaux. Et comme je vous ai dit que certainement c'est cela la raison, c'est que les chevreaux c'est quelque chose qui est visible, où concrètement on les voit rentrer sous la mechitza, alors que les poissons sous l'eau ne sont pas visibles à l'œil nu. Bien sûr que les sous-marins peuvent le voir, mais nous d'en haut, on ne les voit pas. C'est pour ça que Chachamim ont dit, ça ne détruit pas la mechitza virtuelle de Goudachit. Et maintenant, on va changer de sujet. Finot akshurot zobazo, metaltelin mizolazo. On a appris dans la Mishnah que si on avait deux bateaux qui étaient attachés l'un à l'autre, on avait le droit de transférer des objets de l'un à l'autre, car les deux sont considérés reshut hayachid. La Gemara pose la question, Pshita, quel est le chidouche? Je ne vois pas la raison d'interdire. Amar aval onitzrecha, et là les hatir, beitzit shebenehem. Qu'est-ce que ça veut dire? D'après Rava, il donne une explication assez étrange. Il dit qu'en fait, ces deux bateaux qui étaient liés entre eux allaient emprisonner entre eux une betzit. Betzit, on avait déjà dit que c'était des petites barques en forme d'œuf, c'est-à-dire large en haut et étroite en bas. D'accord? Beitziata de Meishan, on avait vu. Alors cette betzit, elle est entre les deux bateaux. Et donc tu as le droit de transférer d'un bateau à l'autre au travers de la betzit. C'est ça le chidouche. Comme ça dit Rashi. Rashi dit comme ça. Lo nitzrecha, metaltelin et matnitin, et là les taltel mizolazo, derech betzit ktana, sheben shte hagdolot. Il y avait donc cette petite barquette qui était entre les deux. Bien que la petite barque n'est pas attachée aux deux autres bateaux, ni teret ali de kshirat shtaim achitzonot. Eh bien, on a le droit de passer par la betzit et transférer des objets d'un bateau à l'autre, parce que les deux grands sont, oui, attachés fortement. Velo haishinan, et nous ne craignons pas. Dilma mishtakela mi benayhu vekametaltel derech avir karmelit. On ne craint pas que cette petite betsiata va se détacher, va se libérer d'entre les deux bateaux, et donc automatiquement, il va être metaltel derech karmelit. On ne craint pas cela. Voilà le chidouche de la Mishnah. C'est de nous autoriser, dans ce cas également, le transfert d'objets d'un bateau à l'autre via la petite barque. Rav Safra n'est pas d'accord du tout avec Rava, mais il va lui parler dans des termes très respectueux. De là, on apprend comment, même lorsqu'on n'est pas d'accord, il faut parler avec politesse. Amar le Rav Safra, Moshe, Shapirka Amart, Rav Safra dit à Rava, quoi? Il appelle Moshe. Rachid dit, pourquoi il a appelé Moshe? Pourtant, il s'appelait Rava, il ne s'appelait pas Moshe. Rachid dit, Klomar Rabbenu Bedoro, ke Moshe Bedoro. Il a surnommé comme Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, tu es un hacham comme Moshe dans sa génération. Est-ce que c'est juste ce que tu dis? Metaltelin mizolazot nan. Dans la Mishnah, il est écrit qu'on transfère des objets d'un bateau à l'autre.
il n'est pas écrit qu'il y avait un troisième élément entre les deux. Toi, tu me dis, métaltelin misolazo, au travers de la betzit. La betzit, ça fait encore un troisième élément. Mais qui a parlé de betzit dans la Mishnah? Et là, Rav Safra, alors Rav Safra explique autrement la Mishnah. Et il nous dit, c'est quoi le chidouche? Lo nitzrecha ela le'arev ou letaltel misolazo. Le chidouche, c'est de dire que même si ces deux bateaux appartenaient à deux propriétaires, s'ils étaient attachés avec une corde, alors on avait le droit de faire Eruvé Hatzerot. C'est quoi Eruvé Hatzerot? Imaginons deux juifs qui habitent l'un à côté de l'autre. Eh bien, Shabbat, ils n'ont pas le droit de transférer des objets de l'un à l'autre s'ils n'ont pas fait Eruvé Hatzerot. Il faut prendre du pain de l'un et de l'autre, on prend cette corbeille commune, on dépose dans une maison, on fait la bracha, on dépose ici, et c'est comme ça qu'on va fusionner. Là où on a posé le pain des deux, c'est comme s'ils habitaient les deux ici. Et là, il n'y a plus de problème. Eh bien, deux bateaux, ce sont deux Reshut HaYachid, c'est comme deux voisins, et ils ont le droit de faire Eruv, mais à une seule condition, c'est que les deux bateaux soient attachés. Car s'ils sont détachés, alors il y a la carmélite qui les sépare, on ne peut pas faire un Eruv. Urk Detania, et en effet, Rav Safra trouve une braïta comme preuve, Sfinot Akshurot Zobazo, des bateaux qui étaient attachés l'un à l'autre, mais Arvin ou Metaltelin Misolazo, on peut faire le Eruv et transporter des objets d'un bateau à l'autre, Nifseku Ne Esru. Par contre, nous dit la braïta, si la corde s'est coupée, alors ça y est. Même au milieu du Shabbat, on n'a plus le droit de transférer des objets d'un bateau à l'autre. Hazru veniksheru, mais si par erreur, on a refait le kesher, on a attaché, alors que c'est normalement interdit de faire un kesher pendant Shabbat. Ça fait partie des 39 travaux interdits, de faire un nœud. Eh bien, malgré tout, Bedi Avad a posteriori, ces gens auront le droit de transporter à nouveau et transférer des objets d'un bateau à l'autre. Ben Shogegin, Ben Mezidin, qu'ils aient fait le nœud par inadvertance, parce qu'ils ont oublié que c'est Shabbat, ou bien qu'ils aient fait sciemment, sachant que c'est interdit, Ben Anussim, Ben Mut'in, qu'ils l'aient fait dans un cas de force majeure où ils avaient le droit de le faire parce qu'ils étaient en danger, Ben Mut'in, ou bien si par exemple ils l'ont fait par erreur dans le sens où ils n'avaient pas voulu attacher les deux bateaux, ils voulaient faire autre chose avec la corde et finalement ils ont fait cette action dans tous les cas de figure, qu'ils soient Shogeg ou Mezid, Anus ou Mut'e, Chazroule Teran Arishon. La Braïta nous dit, ces gens ont retrouvé le droit de transport et de transfert d'objets d'un bateau à l'autre. Bien qu'ils aient fait une chose gravement interdite, mais ça n'empêche pas le résultat. Le résultat est qu'ils ont retrouvé le droit de transport. Et la Braïta continue et nous dit que dans le même ordre d'idées, bien que ces gens aient commis une infraction, mais le produit de leur infraction, le résultat de leur action, peut être encore profitable. Ils ont le droit de faire ce qu'ils ont le droit de faire, comme s'ils n'avaient pas commis d'infraction. Voici le cas. Imaginons des vagabonds, des nomades qui voyagent d'un endroit à l'autre et ils passent Shabbat dans la rue. Mais ils n'avaient pas d'endroit de Reshut HaYachid où dormir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un espace de Reshut HaYachid à l'intérieur du Reshut HaRabim. Ils ont pris des mahatzalot. Mahatzelet, c'est des nattes en osier. Ils ont pris des nattes en osier, comme ça, comme des roseaux qui sont attachés l'un à l'autre, et ils les ont étendues, et ils ont fait comme ça différentes cellules mitoyennes, comme ça des open space, un à côté de l'autre. Mais Arvin ou Metaltelin misolazo. On a le droit de faire Eruvé Hatzerot, chacun va prendre un pain et il va mettre dans une corbeille. C'est-à-dire on va prendre une corbeille commune où tout le monde a mis son pain et on dépose dans un endroit et désormais on peut transférer des objets d'un espace à l'autre puisqu'on est tous des Reshut HaYachid qui sont mitoyens. Qu'est-ce qui s'est passé?
incident, Niglelou, il y a eu un vent, tac, 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 c'est tombé, ça s'est enroulé, Ne'esrou, eh bien, évidemment, qu'ils n'ont plus le droit de transporter quoi que ce soit, puisque c'est devenu Reshut Arabim. On est limité à 4 coudées. Hazrou ve nifresu. Et voilà qu'on a été pores. Pores, ça veut dire étendre. Nifresu, ces nattes ont été à nouveau étendues pour constituer ces espaces, ces cellules. On n'a pas le droit de construire Shabbat. Ils l'ont fait malgré tout. Soit par erreur, soit sciemment. Quel est le din? La même chose, nous dit la Braïta. Ben shogegin, ben bezidin, qui soit involontaire ou volontaire. Ben anussin, ben mut'in. Que ce soit fait par un cas de force majeure, ou bien, comme on a dit, par erreur dans le sens où ils ont voulu faire autre chose et ils ont fait ce qui est assourd. Hazrou le'etera narishon, eh bien, ils retrouvent l'autorisation initiale de transférer des objets d'une cellule à l'autre, exactement comme au début. Comme au début de Shabbat. Et la Braïta conclut en disant, voici la règle, le principe. Chez Kol Mechitza, chez Naasid Beshabbat, Ben Beshogeg, Ben Bemezid, Shma Mechitza. Toute paroi qui a été fabriquée pendant Shabbat, Beissour, que ce soit fait volontairement ou involontairement, bien que il y a eu infraction, mais le résultat est là. C'est un état de fait que maintenant, ce n'est plus un Reshut Arabim, c'est un Reshut Hayachid. Ils peuvent transporter donc d'un espace à l'autre puisqu'ils avaient fait Eruv et tout. Donc qu'est-ce que nous voyons à partir de là? Nous voyons qu'en effet, non seulement si les bateaux étaient liés depuis le Shabbat, depuis le début de Shabbat, qui étaient attachés et qui sont restés attachés pendant tout le Shabbat, on peut faire Eruv et transférer des objets de l'un à l'autre, mais même si la corde a été coupée pendant le Shabbat et qu'ils l'ont rattaché et ils ont refait le nœud pendant le Shabbat pour rattacher les deux bateaux, eh bien, ils retrouvent leur droit de transfert d'objets. Maintenant qu'on a cité cette braïta comme preuve, la Gemara s'étonne beaucoup. Elle dit, ah bon? Eini? Ah bon? On a le droit de transférer maintenant des objets alors qu'ils ont fait sciemment la Havera? Ils savaient que c'était assourd de construire pendant le Shabbat. Ils savaient que c'était assourd de nouer et ce serait permis. Comment est-ce qu'on peut dire que Hoté Nisrar, un fauteur, va jouir de sa faute? La preuve que c'est faux. Ve'amar Rav Nachman, Loshanu, et là, l'Izrok, aval et taltel, assour. Rav Nachman dit que quand on a dit que pendant Shabbat, si on a reconstitué les open space avec les nattes en osier, et on a construit pendant Shabbat, ce serait permis de transférer des objets uniquement s'ils l'ont fait involontairement par inadvertance, par erreur. Mais s'ils l'ont fait sciemment, sachant que c'est assourd, on ne va pas leur permettre de jouir de cet espace pour transférer des objets. Par contre, étant donné que la réalité, c'est que c'est un Reshut Hayachid, puisque maintenant il y a des Mechitzot, même si ça a été fait pendant Shabbat, c'est un Reshut Hayachid. Et puisque c'est un Reshut Hayachid, si quelqu'un va prendre un objet du Reshut Arabim et va le lancer à l'intérieur de cet espace, évidemment il est Chayav. Parce que c'est un Reshut Hayachid. Peu importe si on l'a fait Bémézid ou pas, mais c'est un Reshut Hayachid. Donc, Rav Nachman a dit clairement qu'on n'a pas le droit de jouir du fruit de l'interdiction, de l'infraction, uniquement la Khumra. Quand on nous a dit que c'est Reshut Hayachid, c'est pour nous interdire l'Izrok, de jeter des objets du Reshut Arabim à l'intérieur de cet espace, mais pas pour nous permettre de transporter. Alors c'est bizarre ce qu'il dit Rav Nachman, parce que la Braïta elle-même a dit Hazrou leheteran. Ça redevient permis, donc on autorise. Réponse. Ki itmar de Rav Nachman, amezid itmar. Rav Nachman, quand il a voulu mettre le hola, et il a dit interdit de transporter, eh bien c'est uniquement lorsque c'est bémézid. La Braïta, quand elle a dit ben shogeg ben mézid, c'est pas pour l'autorisation, c'est pour l'interdiction. C'est-à-dire,
lorsque ces gens ont profané le Shabbat et ils ont reconstruit les cellules, alors il y a ici deux répercussions. Première retombée, c'est qu'en devenant Reshut HaYachid, eh bien il y a une Khumra. C'est que tu n'as plus le droit de prendre un objet du Reshut HaRabim et le mettre ici. Même à l'intérieur de Arba Hamot, ça s'appelle Achnasa, Reshut HaRabim, Reshut HaYachid. Première conséquence. Deuxième incidence, c'est que dans un Reshut HaYachid, on a le droit de transporter. Alors, Rav Nachman te dit, ce qui concerne l'autorisation dont a parlé la Braïta, c'est uniquement Beshogeg. Si on a reconstruit Beshogeg, alors en effet, ce Reshut HaYachid, non seulement qu'il a un statut de Reshut HaYachid pour interdire de jeter de l'extérieur un objet à l'intérieur, mais même à l'intérieur, on a le droit de transporter. Hazrul et Teran Arishon. Mais si ça a été fait Bémézid, sciemment, on ne va pas lui permettre de jouir de cette infraction. Il n'aura pas le droit de transporter à l'intérieur. La seule chose, c'est que s'il a jeté de l'extérieur, il sera Chayav Ratat. Mais on ne lui permettra pas. C'est une pénalité, c'est une sanction que Chachamim ont infligée à celui qui commet une infraction Shabbat. On ne lui permet pas de jouir du produit de sa faute. Et maintenant, la Gemara développe un autre détail. Amar Shmuel va filuk shurot behut sarbal. Shmuel nous dit, quand la Mishnah a autorisé de transférer des objets d'un bateau à l'autre, ce n'est pas uniquement si on a attaché les deux bateaux avec des grosses cordes de pêcheurs ou des chaînes métalliques. Non. Même si on l'a attaché avec un cordon de son anorak. Voyez-vous le capuchon avec le manteau qu'on met autour du cou. On attache le cordon autour du cou, ce qu'on appelle sarbal. Eh bien même le chout à sarbal, sarbal c'est le manteau de laine avec ce cordon autour du cou. S'il est suffisamment, ça veut dire si on a attaché les deux bateaux avec, c'est cachère. On peut transférer des objets d'un bateau à l'autre. La Gemara cherche à comprendre de quoi il parle, Shmuel. Echidami, idéachol armidan pshita. Si ce cordon est suffisamment solide pour tenir les deux bateaux attachés pendant Shabbat, eh ben, je ne vois pas le chidouche. Quelle différence entre une grosse corde ou un cordon. Et si le cordon n'est pas suffisamment solide pour les tenir pendant tout le Shabbat, les maintenir liés, ça va se déchirer facilement. Pourquoi est-ce que Shmuel autorise ? À partir du moment où ils vont se détacher en 2 secondes, il n'y a pas de raison de permettre. Réponse. Les rolam des Yachol et Amidan. Évidemment, on parle du cas où le cordon est suffisamment solide pour les tenir rattachés ensemble. Seulement, Shmuel, ce qu'il a voulu te dire, alors, je vais vous dire depuis maintenant, et puis après on va voir ça dans le texte. Ce qu'il a voulu te dire, qu'on n'a pas besoin d'une corde, plutôt d'une chaîne en métal, comme a parlé la Braïta de par ailleurs. C'est-à-dire, on va voir dans un autre sujet, qui est le sujet de Toum'a, et là-bas, on va parler spécialement d'un bateau qui est rattaché avec une chaîne en métal, une chaîne de fer. Shmuel vient te dire qu'ici, on ne parle pas de la même corde. Ici, on parle de n'importe quelle corde, même si c'est un cordon d'anorak. Pas obligé que ce soit une chaîne métallique comme on va voir à propos de la Touma. Maintenant, on va étudier. Les Olam d'Yachol Armidan. Évidemment, on parle d'un cordon qui est capable de tenir les deux bateaux liés, suffisamment solides. Seulement, c'est quoi le chidouche ? Shmuel est venu exclure ce que lui-même a dit, mais dans un autre sujet. Dit Nan, comme on a appris dans une Mishnah, pas une Braïta, une Mishnah. Dit Nan, c'est une Mishnah dans Masechet Aholot, à propos d'un bateau qui était
proche d'une tente qui était au bord de la mer. Imaginons, il y avait un pêcheur qui était dans la tente qui est mort. Et donc maintenant, toute la tente, elle est tmea. Tout ce qui est dans la tente, c'est tamé. Tous les kelim qui sont dans le ohel hamet, on le sait, que le mort est capable de communiquer la tum'a par rapport à tout ce qui se trouve sous le même toit du mort. Et même le ohel, si c'est une tente, pas des murs en dur, même le ohel lui-même, il devient tamé. Et on va voir maintenant que un bateau qui était rattaché à cette tente aussi peut devenir non seulement lui-même tamé, le bateau, mais il peut rendre tamé même les kélim qu'il y a dans le bateau. Mais on va voir que c'est uniquement lorsque la chaîne, elle est en métal. Ça veut dire lorsque la corde, c'est pas une corde en tissu, c'est une chaîne métallique, car le métal a un din spécial. Herev areouk et halal. L'épée qui a tué une personne, avec laquelle malheureusement quelqu'un a été assassiné, pas seulement l'homme qui est mort communique de la Toum'a, mais même l'épée qui était à son contact du mort devient tamé comme le mort. Halal herev. Herev areouk et halal. Halal, c'est un cadavre. Herev, c'est l'épée en métal. Eh bien, de la même façon que le mort devient avi avot atum'a, ainsi l'épée devient avi avot atum'a. Car vous le savez que dans la Toum'a, il y a des niveaux. Avatum'a, Rishon la Toum'a, Sheni la Toum'a. Toujours la contamination se fait dans l'ordre décroissant. Mais il n'y a une seule sorte d'impureté qui est d'un niveau que l'on appelle avi avot atum'a. C'est le mort. Le mort, lui, il est avi avot atum'a. Eh bien, un chidouche incroyable, c'est que tout objet métallique qui était au contact du mort devient avi avot atum'a. Comme le mort lui-même. Alors maintenant, regardez. Le mort est dans la tente. Il communique la tum'a. La tente elle-même devient tamée. La tente elle-même, elle devient tamée, mais juste avatum'a. Puisque le mort, il est avi avot, la tente, elle est av. Mais pourtant, la chaîne métallique qui est attachée à la tente, c'est comme si c'était un objet métallique qui était dans le ohel. Et comme là, il y a un contact direct entre le mort et la chaîne métallique, par le biais du ohel, eh bien, la chaîne, elle devient avi avot comme le mort. La chaîne métallique, si elle est avi avot atum'a, comme elle est rattachée au bateau en bois, qu'est-ce qu'elle rend le bateau? Avatum'a, puisqu'on va dans l'ordre décroissant. Le bateau, s'il est avatum'a, il rend les kélim qui sont dedans rishon la tum'a. Ils deviennent tamés. Mais si ce n'était pas une chaîne en métal qui reliait le bateau à la tente du mort, c'était une corde en tissu, alors ça ne marcherait pas. Pourquoi? Le mort, il est avi avot atum'a. La tente, elle est avatum'a. Admettons que même la corde a le même niveau de tum'a, avatum'a, comme la tente. Mais après le avatum'a qui touche le bateau, qu'est-ce qu'il a rendu? Le bateau est devenu rishon. Le bateau est devenu rishon à tum'a. Si le bateau est rishon à tum'a, il ne peut pas rendre les kélim qui sont dans le bateau tme'im, car on le sait, un kéli ou un homme ne peuvent devenir tamé que par contact avec une source d'impureté de quel niveau? Avatum'a. Mais pas d'un rishon. Alors maintenant on a compris. Qu'est-ce que voulait nous dire Shmuel? Shmuel voulait nous dire, attention, pour Shabbat, c'est pas comme pour la Tum'a. Pour Shabbat, même un cordon d'un orac, ça suffit pour relier les deux bateaux et faire en sorte qu'on peut transférer de l'un à l'autre, si c'est suffisamment solide. On n'a pas besoin que ce soit une chaîne en métal. Alors que pour la Tum'a, pour que le bateau puisse communiquer la Tum'a aux kélim qui sont dedans, il faut que la chaîne qui relie le bateau à la tente du mort soit en métal. Sinon, comme on a expliqué, il n'y aura pas de contamination suffisante pour rendre tamé les kélim qu'il y a dans le bateau. On va lire. Dites nan, comme on a appris dans la Mishnah, Keshara bedavar ma'amida mevila tum'a. S'il a attaché le bateau au ohel hamet avec davar ma'amida. Qu'est-ce que ça veut dire davar ma'amida? Rashi explique qu'il s'agit d'une chaîne en métal, en fer, car c'est cela l'habitude des pêcheurs d'utiliser des chaînes de fer
pour attacher le bateau. Ils ne prennent pas de risque. Ils prennent des chaînes de fer. Donc ça, c'est la régiloute. Ça, c'est l'habitude. Et dans ce cas-là, c'est Mevila Tatum'a. En effet, puisque c'est une chaîne en fer, ça communique de la Tum'a jusqu'au bateau, une Tum'a de Avatum'a. Mais si il avait rattaché non pas avec une chaîne en fer, mais avec une corde normale, ce qu'on appelle Bedavar chez En Marmida, En Mevila et Tatum'a. Si c'est juste une corde en tissu, eh bien le bateau ne va pas devenir tamé. Il ne faut pas se tromper. Bien sûr que le bateau va devenir tamé, mais pas d'un niveau de Avatum'a, il va devenir que Rishon. Et automatiquement, les kelim qui sont dans le bateau ne pourront pas devenir tamés, puisqu'un Rishon n'est pas métamé. Kelim. Donc, Amar Shmuel, Vehu Shekshura Beshalchelet Shel Barzel. C'est ça ce que Shmuel est venu nous dire. Tu veux savoir c'est quoi Davar Amamida, quelle est la corde qu'utilisent les matelots, les capitaines de bateaux pour attacher le bateau lorsqu'ils vont jeter l'ancre ou au bord du quai? Eh bien, c'est avec des chaînes de fer. Le'inyan tum'ahu dirtiv. Le'inyan tum'ahu dirtiv b'halal herev. Herev areu ke halal. In aval le'inyan shabbat diachol le'amida. Afilu bechut sarbal. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous dit Shmuel, c'est uniquement avec une chaîne en fer qu'il pourrait y avoir cette contamination pour les kelim qui sont dans le bateau. Parce que Cherev, Areu Kechalal, c'est un pasouk, duquel on a déduit que le métal devient conducteur, pas seulement conducteur, il devient lui-même comme le mort. Mais c'est uniquement par rapport à la Touma. Mais par rapport à Shabbat, on n'a pas besoin que ce soit une chaîne en fer, même un cordon d'un anorak, c'est aussi suffisant pour attacher les deux bateaux afin de pouvoir transférer les objets de l'un à l'autre.